Je remercie toute l'équipe du Carrefour. Je remercie mes collègues ici présents, les étudiants, des visages que je connais, d'autres que je ne connais pas. Mais je remercie tout le monde. Je suis toujours ravi d'entrer en contact avec mes collègues, avec les étudiants. Alors, je n'ai pas choisi le thème, mais dès qu'on pense en termes de réseau, en termes de Carrefour si vous voulez, mais je préfère réseau, peu importe le point de départ. C'est comme un réseau de bus, ou un réseau de téléphonique, ou un réseau de câbles. Peu importe le point de départ, on ramène toujours le point au réseau. Ça peut être le rapport à l'écriture, ça peut être le rapport à l'informateur, ça peut être l'observation sur le terrain, ça peut être la rencontre, mais à chaque fois, le point de départ, on le ramène au réseau. Donc c'est ce que j'ai fait. Le carnet de terrain, peut-être que je vais décevoir quelques-uns et quelques-unes qui s'attendent uniquement à une série de techniques, de savoir-faire, de comment faire, je vais le faire, mais il ne s'agit pas uniquement de ça, et c'est vraiment la partie la plus secondaire dans le travail d'un chercheur. Alors, Khadija a parlé de 2 livres. Un livre que je suis en train de terminer, que j'ai suspendu pendant, on va dire 3-4 mois. C'est un dictionnaire. C'est un livre de dissémination. C'est pour les qaïds, pour les commissaires, pour le public large, pour les enseignants, pour les instituteurs, et ainsi de suite. Dictionnaire du monde rural. Je ne vais pas en parler parce que c'est autre chose. Mais pratiquer le terrain, c'est les deux chapitres du livre, c'est en gros ça. Et la deuxième partie, c'est les 5 chapitres du livre. C'est uniquement une manière, je le dis, j'aurais pu commencer par autre chose, mais comme il s'agit du carnet de terrain, c'est un exercice pour moi et pour vous de dire comment les carnets de terrain qui peuvent paraître un objet qui ne mérite même pas de discussion. Donc voilà comment il faut faire, voilà comment il faut remplir, aller sur le terrain, faites ceci, ne faites pas cela, le type de convention, d'injonction, de conseil que dans les vieux ou jeunes, et ainsi de suite. Et ça, vous les avez dans les manuels. Voilà. Il faut écrire sur la marge, etc. Je ne vais pas le faire, j'essaierai beaucoup plus de lier le carnet de terrain à 2 grands axes. On va dire un axe théorique, ou une dimension théorique, qui influe et qui oriente les carnets de terrain. Les carnets de terrain, c'est un produit. Et ce produit-là, il est précédé par des orientations théoriques générales, paradigmes si vous voulez, ou par des orientations théoriques particulières, modèle, type idéal, théorie, etc. Ça, c'est la première partie de la présentation, de la conférence. Et la deuxième partie, pour ne pas décevoir ceux qui s'attendent à des techniques, savoir-faire, qui est très important, bien sûr, que je partagerai avec plaisir, mais je montrerai quel est le lien entre ces techniques et la partie théorique. Une technique n'est technique, ne peut être pensée, ne peut être conçue que par rapport à ce que j'appelle les orientations théoriques générales, paradigmes si vous voulez, et les orientations théoriques particulières, ces 2 axes. Deuxième articulation, le plus important, je parlerai de la deuxième articulation, parlons des carnets de notes. De quoi sont constitués les carnets de notes? Ça, c'est les carnets de notes d'un novice. Je vais défiler tout à l'heure. Ça, c'est 1981. Voilà, mais il y a tu écris. Et puis, il a parlé de conversion au terrain. On est parti sur le terrain. On ne savait même pas s'il fallait se préparer théoriquement et empiriquement pour le terrain. Tu portes ton cartable, tu prends le taxi, quelques petites questions sur Tata, sur Zemmour, sur la généalogie, sur les tribus, sur l'histoire, sur les qaïds, etc. Un entretien, un guide d'entretien très simple. Et puis on fait le terrain. Mais c'est un terrain d'appoint. Dans le livre Souvenir d'anthropologue, je parle d'un terrain d'appoint.
c'est-à-dire il constitue peut-être un cinquième de mes données. Le reste des données, c'est les archives, c'est les documents de seconde main. Et c'est très important sur le plan pédagogique, je le dis dans le livre, d'initier nos étudiants à des terrains d'appoint avant d'affronter le terrain tout court. Ne pas les lâcher dans un terrain la première fois, toutes les données doivent provenir du terrain. Un peu de terrain, on va dire le cinquième, le quart, et puis le reste, c'est des archives, des statistiques, des études de seconde main. Il est très difficile de lâcher un étudiant, une étudiante, la première fois sur le terrain, il va se perdre, comme je me suis perdu. D'accord ? Alors, donc deuxième, les carnets de terrain, qu'est-ce qu'on y trouve ? C'est les notes de terrain. Donc je vais insister sur les notes de terrain. Et les notes de terrain, telles que c'est défini, je ne sais pas si je vais suivre un peu les slides. Alors, je reviens à la deuxième articulation, qui est la plus importante pour moi, en tout cas. C'est comment les orientations théoriques dont je viens de parler orientent les descriptions. Donc, il y a 4 types de descriptions dont je vais parler. Et comme les notes de terrain sont en gros, à part même les listes dont je vais parler, même les croquis, sont des notes qui sont prises à chaud. Ça, c'est la définition minimale de notes de terrain. On décrit à chaud ce qu'on vient d'observer, ce qu'on était en train d'observer, ce qu'on vient d'écouter. À chaud. Quand je dis à chaud, ça peut être 3 heures plus tard, ça peut être 2 heures plus tard, ça peut être 4 heures plus tard, etc. Mais à chaud, le même jour, et pour moi c'est toujours le même jour. Ça a été toujours le même jour. Et quand je suis débordé, c'est le matin vers 6 heures. Donc, mais avant d'entamer la deuxième journée. Alors, je vais parler par la suite des caractéristiques des notes de terrain, par la suite, c'est la deuxième partie. Mais le plus important, c'est vous avez des notes de terrain, vous allez décrire un phénomène social, d'accord ? Qu'est-ce qui oriente votre description ? Qu'est-ce qui fait que dans vos notes de terrain, vous allez prendre tel aspect et pas tel autre ? Et là vient ce que j'ai appelé les orientations. Il y a plusieurs types d'orientation. Je ne vais pas parler de la rencontre ethnographique, parce que j'en parle dans le livre, c'est un autre aspect. La rencontre ethnographique, c'est quand vous êtes sur le terrain, ce n'est pas les orientations, c'est les petites difficultés, accès au terrain, pas accès au terrain, la durée du terrain. Les notes de terrain diffèrent si vous restez un jour, ce n'est pas des notes de terrain si vous restez 3 semaines, 4 semaines. Les notes de terrain, si vous maîtrisez la langue des gens étudiés, ce n'est pas des notes de terrain quand il y a quelqu'un qui vous traduit et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la rencontre ethnographique, je ne vais pas en parler. Et donc, je sais qu'il va me harceler pour en parler. Dans 2 mois, 3 mois, je le ferai avec plaisir. Donc, cette année-là, ça va être 3-4 moments où je vais parler un peu des carnets de terrain à partir de différentes perspectives. La rencontre, le journal, ça va être plus tard. Alors, décrire la réalité telle qu'elle est. Voilà une orientation. Vous avez souvent écouté, ça c'est un fait. C'est un fait. C'est-à-dire, je suis en train de décrire les faits. Ou je suis en train de décrire, pour un historien, je suis en train de décrire le passé tel qu'il s'est vraiment déroulé. Ou réellement déroulé. Et vous avez le Maroc, hein, tel quel, et ainsi de suite. Alors, il est possible, le plus difficile, pas le plus difficile, mais disons, ce que je crains le plus, c'est que l'étudiant, le jeune chercheur, soit orienté par ce postulat sans qu'il le sache. S'il le sait, moi, ça ne me pose pas de problème. S'il sait pourquoi il décrit la réalité telle qu'elle est, et s'il connaît les empiristes et les empiricistes, etc., libre à lui. Mais le problème, c'est que dans les notes de terrain, d'accord, dans les carnets de terrain, il y a ce risque de décrire comme le ferait une caméra. Et même une caméra, il y a une prise de vue, il y a une trajectoire, il y a un montage, etc. Une photographie,
de ce qui est écouté et de ce qui est observé. Ça, c'est une orientation. Donc, dans les carnets de terrain, qu'est-ce qu'on va trouver? Des faits bruts, ou ce qu'on croit être faits bruts, ou des faits nus, je ne sais pas si ça existe en français, mais bare facts. Nu, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de théorie. Il n'y a aucune orientation théorique. Je suis sur le terrain, je vais sur le terrain, je plonge, et puis je décris, sans aucune orientation théorique. Et les empiristes, pour les empiristes, la théorie pollue la description. La théorie pollue l'observation. La meilleure façon de décrire un fait, c'est de le décrire immédiatement pour les empiristes, sans passer par des concepts, des théories, des modèles, etc. Ça, c'est une orientation. Et donc, dans vos notes de terrain, dans vos carnets de terrain, dans vos notes de terrain, si vous vous contentez uniquement de dire, voilà, telle personne a fait ceci, telle autre a fait cela, je suis en train d'observer les manifestations du 20 février, voilà, il y a des slogans par-ci, il y a des gens qui font ceci, il y a des gens qui font cela, il y a la police qui est intervenue, etc. etc. Bon, vous pouvez faire votre travail empirique, mais le grand problème, c'est pourquoi et comment vous avez sélectionné ces faits. Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que nous connaissons que la réalité est chaotique. La réalité, elle est désordonnée. Elle est complexe. Donc, soit vous choisissez, vous sélectionnez de façon explicite, consciente, semi-consciente, les faits que vous allez décrire, soit vous allez les sélectionner, mais à votre insu. Vous ne pouvez pas décrire une grève dans sa totalité. Vous serez obligé de choisir ces aspects. Moi, je préfère que vous les choisissez en fonction de concepts, de théories, d'orientation théorique, etc. Beaucoup plus que de dire, bon, moi, la théorie, bon, c'est secondaire, la théorie, et donc je peux aller et tout décrire. Cette prétention de tout décrire, il faut tout décrire, ne rien rater. Donc voilà une orientation. Ça a donné dans l'histoire de l'anthropologie la tradition monographique. Vous allez dans un village, moi je n'ai aucune idée de ce qu'est la faune dans le village où j'ai étudié, ni de ce qu'est la flore. Quelques éléments de temps à autre, quand je parle avec des bergers, ceci est bon, ceci n'est pas bon pour les plantes, etc., mais pas de façon systématique. Mais il y a plusieurs aspects que je n'ai pas étudiés, ni le sol, ni le climat, ni le ceci, etc. Alors que la tradition monographique, vous avez une dizaine d'entrées, une dizaine de cases que vous devez remplir. Ça, c'est la description qui ne recourt pas à des orientations théoriques, qu'elles soient générales ou particulières. Donc ça, c'est une orientation. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, sur toutes les orientations. Chacune des orientations mérite pour les critiques, etc., depuis Aristote, en passant par Hume, en passant par différents philosophes empiriques. Mais disons, le plus important, j'ai des notes de terrain. Ces notes de terrain sont orientées soit de façon explicite, soit de façon implicite. D'accord? Ça, c'est l'orientation 1. Ils sont binaires, hein, sur le plan pédagogique, ils sont binaires. Hein, mais bon, je n'ai pas le temps de nuancer. Et puis, ce n'est pas la peine dans une première conférence de nuancer. Alors, binaire, il y a l'opposé, si vous voulez, c'est que les faits sont théoriquement construits. Théoriquement construit, ça veut dire que vous partez vous travaillez sur le conflit, vous partez des théories des conflits. Moi, j'ai travaillé sur le rituel, je suis parti des théories des rituels. J'ai travaillé sur le sacrifice, théorie du sacrifice. J'ai travaillé sur les nomades, théorie du changement. Mon premier travail sur la modernisation, théorie de la modernisation, et ainsi de suite. D'accord? Donc, que veut dire théoriquement construit? Ça veut dire d'abord, au niveau de la définition, vous allez choisir un aspect. Le rituel, même si je dis théorie des rituels, je ne peux pas décrire le rituel. Vous avez assisté à des mariages, je peux vous indiquer une dizaine de manières de décrire les cérémonies de mariage auxquelles vous êtes familier et familière.
Ah, vous pouvez zoomer sur le traiteur, tout simplement. Ce qui vous intéresse, c'est la dimension économique du mariage. Si la dimension, on va dire, symbolique vous intéresse, à ce moment-là, le henna, le bas, le costume, le henné, 7e jour, 3e jour, et ainsi de suite. Si vous êtes intéressé par les tensions sociales, vous allez zoomer sur ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà. Nous, on fait ceci, nous, on ne fait pas cela. Vous faites ceci, nous sommes de Oujda, on fait ceci, nous sommes de Ouarzazat, de Semlala, on fait cela, et ainsi de suite. Et donc, tout dépend de votre point de vue. Et votre point de vue, il est théoriquement construit. C'est les tensions. Moi, je m'intéresse aux tensions, aux rapports sociaux. Moi, je m'intéresse au carnet d'adresse, au carnet des invités. Qui sont les invités? Et qui ne sont pas invités, les parents invités, les parents invités. Est-ce que les collègues sont autant invités que les parents, collègues de travail? Est-ce que les voisins sont autant invités qu'eux? Et ainsi de suite. Et ça, vous ne pouvez pas dire, bon, je vais décrire les cérémonies de mariage, c'est un rituel, et le décrire, voilà, le traiteur il a fait ceci, et puis et puis la mariée est entrée, et puis il y avait des yo-yo, et ainsi de suite, et bien bon. Terminez votre art. Donc théoriquement construit, ça veut dire tout simplement que ce qui est donné dans la réalité est complexe et que les théories, les concepts nous aident à sélectionner quelques aspects qui répondent à nos questions. Si ma question était pourquoi les nomades se sont fixés, mes carnets de notes vont zoomer sur ça. Ce n'est pas tout le nomadisme. D'accord? Je n'ai pas travaillé sur les ustensiles, je n'ai pas travaillé sur la tente, je n'ai pas travaillé sur ça, etc. Ce qui n'est pas non plus exclu, mais bon, ça c'est un autre. Alors, théoriquement construit, très rapidement, je suis très rapide, et puis je suppose que vous avez une idée un peu sur ça, donc ce n'est pas votre première surprise partie. Alors, orientation 3 et 4, l'objectivisme. Il y a deux manières de définir l'objectivisme. Ce n'est pas l'objectivité. L'objectivisme, c'est une conception de l'objectivité. Moi, je prétends à l'objectivité, mais pas comme les positivistes, pas comme les objectivistes. D'accord? Donc l'objectivisme, c'est de dire qu'il faut décrire les faits, les phénomènes sociaux, les actions sociales, appelez ça comme vous voulez, en dehors des individus, en dehors des acteurs. Ça, c'est la première des choses. Et donc, dans les notes, si vous optez pour cela, donc il y aurait très peu d'acteurs dans vos notes de terrain. Il y aurait très peu de mots vernaculaires, que ce soit en Darija, ou Tachelhit, ou Wolof, si vous travaillez au Sénégal, etc. Donc, dès que vous dites « j'exclus les acteurs », c'est Durkheim, des règles, des méthodes, parce que Durkheim, des autres livres, c'est autre chose. Je décris un fait social en dehors des individus, mais également, ça ne nous importe pas beaucoup aujourd'hui, en dehors des prénotions et des notions de l'observateur lui-même. Être objectif, c'est écarter ces prénotions, comme vous le savez. Le plus important, ce n'est pas ces connaissances-là, qui sont un peu enseignées au niveau de la première année, au niveau de la licence, mais comment ces orientations impactent, influent les notes de terrain. Je reviens toujours aux notes de terrain. J'ai dit tout à l'heure, c'est le réseau. Je reviens toujours aux notes de terrain pour les réfléchir en fonction de ces orientations. Alors, j'en suis où? Orientation 3 et 4. Alors là, la description, je mets en rouge les types de description parce que c'est le plus important. Description. La première, c'était description, c'est le tout, description monographique, tout décrire. Deuxième, c'est la description externe des masses. Vous aurez des notes de terrain où il y aura que de la description externe. La description externe, c'est ce que vous observez sans demander aux intéressés de donner un sens à ce qui se passe.
Vous êtes là. Vous avez observé les cérémonies de mariage sans dire à la mariée ceci, pour lui poser des questions, aller voir le traiteur, aller voir les gens, etc., au sujet des tensions, etc. Vous avez juste vu qu'il y a des tensions, voilà, de loin, et vous les décrivez. D'accord? Et donc, description externe, c'est ce qu'on trouve dans le proche et le lointain. J'ai consacré un petit chapitre à Charles de Foucault, qui a fait le Maroc en 11 mois. Et en lisant, en analysant son livre, Reconnaissance du Maroc, 1884, sa description était externe. Description, ce qui n'est pas facile, hein, attention. Description externe, ça veut dire les maisons, les tentes, les champs, les chemins, l'armement, etc. Donc, tout ce qui est donné au regard. L'oreille ne travaille pas. Il n'y a que les yeux qui travaillent. L'oreille ne travaille pas. Il ne parlait pas aux gens. Il observait et il décrivait son itinéraire. Ah là, dans ce village, il y a plusieurs coupoles. Donc ça veut dire que la religiosité est très forte. Point. Dans le chemin X, le chemin Y, j'ai rencontré plusieurs passants, donc ça veut dire ceci. Et ainsi de suite. Donc, description externe qui se passe des acteurs, des intéressés, donc pas d'entretien, de l'observation externe. Lorsqu'on passe aux entretiens, c'est une autre disposition théorique. Ça ne veut pas dire que la description va être externe, elle peut être externe même à l'aide d'un informateur. Et la deuxième, c'est la description mince, la description où il n'y a pas le sens des gens. Je vais l'expliquer davantage lorsque je vais parler de la description épaisse ou de thick description de Geertz et d'autres. D'accord? Donc, description externe, j'écarte et mince, j'écarte un peu les acteurs. Des fois, on peut les écarter juste parce que on se dit, oui, je peux me débrouiller sans eux ou sans elles. Alors ça, c'est pour l'orientation 3 et 4. L'orientation 5, j'ai dit, c'est binaire. Hein. C'est l'orientation 1, il est opposé à l'orientation 2. L'orientation 3 et 4 est l'opposé de l'orientation 5. C'est binaire, c'est facile au début. C'est plus complexe, mais bon. Pour l'exposer, ça me convient. Alors, écarter les prénotions. Pardon. Même pour Durkheim, comme j'ai dit tout à l'heure, même pour Durkheim, les prénotions sont utiles. Il dit qu'il faut écarter les prénotions, bon, parce qu'il était dans une bataille avec les psychologues, mais il ne pouvait pas définir la religion ni le suicide qu'à partir des prénotions que les gens ont des suicides de la religion. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix. Soit vos prénotions, soit ce que les gens pensent être la religion, être le sacré, être la magie, être la politique, et être la femme, et ainsi de suite. Donc les prénotions sont utiles. Elles sont utiles parce que c'est le point de départ de la recherche. Les 5 premières pages que je recommande, que j'ai toujours recommandé à mes étudiants, les 5 premières ou les 6 premières pages de la définition de suicide, c'est un très bon exercice de ce qu'est la définition et de comment on part des prénotions de suicide vers une définition sociologique du suicide. Très beau texte. Maintenant, vous pouvez le télécharger et lire juste les 6 premières pages. Donc les prénotions sont utiles. Quand je dis les prénotions sont utiles, c'est-à-dire quand je suis sur le terrain, quand je travaille sur le phénomène X, mes premières questions, c'est que pensez-vous de ceci? Je vais travailler sur les genoux, voilà, sur le sacrifice aux genoux. Il faudra que je sache. J'ai une idée sur les genoux. J'ai des prénotions sur les genoux. J'étais socialisé dans ce pays, j'étais socialisé dans 1001 nuits et ainsi de suite. J'ai une idée de ce que sont les genoux à travers les blagues, à travers les histoires, à travers les anecdotes. Mais le plus intéressant est de savoir
quelles sont les notions et les prénotions que les gens ont des genoux, si je travaille sur la représentation. Donc soit j'aurai une description externe et mince, et ça s'est fait sur les genoux, sur les grottes, etc. Ça s'est fait pendant le siècle dernier. Soit je m'approche des gens à travers des vocabulaires, à travers leur expression. C'est le sel qui cache les genoux, c'est en berbère, c'est pas la peine de traduire en berbère, même s'il y a pas mal de berbères ici. Moi je saute sur ça, c'est le sel qui. Et le sel devient également mon point de départ pour autre chose. Mais pourquoi le sel cache les genoux? Quelle est la symbolique du sel? Quand on dit on a partagé le sel entre les humains, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi on ne partage pas le sel avec les genoux? Et ainsi de suite. Donc c'est un point de départ, et croyez-moi, dès que ce point de départ, et puis vous avez une brique, et puis une deuxième brique, puis une troisième brique, jusqu'à ce que le système des représentations, le système symbolique des gens devient relativement compréhensible et interprétable. Mais si vous ratez cette entrée, et j'ai toujours répété que le vocabulaire est notre meilleure entrée, il n'est pas l'unique, mais c'est la meilleure entrée pour l'analyse d'une culture. Vous voulez analyser le sacré sans la baraka? Vous ne pouvez pas. Il y a d'autres choses, il y a d'autres mots pour dire le sacré dans le langage vernaculaire. Donc vous avez les prénotions sont utiles, notes de terrain, ça va être rempli d'entretien avec les gens sur la signification du symbole, sur le sens du symbole, sur les formules utilisées, parce qu'il y a toujours, dans toutes les langues, il y a des formules qui sont répétées. Vous allez trouver ou des proverbes parfois, ou des adages. Alors, le chercheur sur le terrain n'observe pas des faits purs, comme le veulent les empiristes et les positivistes. Il n'observe pas des faits bruts, des faits nus. Il observe des faits qui sont déjà interprétés par les gens. Les gens déjà interprètent ce qu'est tous les phénomènes. Ça peut être la femme, la famille, le divorce, peu importe. Tous les phénomènes sociaux, les gens ont une conception plus ou moins détaillée, plus ou moins approfondie sur la question. Donc, si je n'observe pas des faits bruts, si j'observe des faits qui sont déjà interprétés par les gens, mon interprétation, qui ne sera pas forcément dans les carnets de terrain, même si je vais en parler tout à l'heure, il faut qu'il y ait des bouts d'interprétation, mais ce n'est pas l'objet des carnets de terrain. Mes interprétations seraient des interprétations de ce que les gens disent sur leurs actions, sur les phénomènes socio-éthiques. Et ça change le contenu des carnets de terrain, ça change le contenu des notes de terrain. La description devient plus épaisse, d'accord? Et c'est un peu l'exemple, mais je le rappelle, vous pouvez le lire par la suite, c'est l'exemple de Clifford Geertz, de quelqu'un qui cligne de l'œil. Pour un behavioriste, il va le décrire, et voilà, il va décrire la paupière, les deux paupières qui se ferment, voilà la description. Telle personne, il a fermé les paupières d'un œil, et puis il a gardé l'autre œil ouvert. Pour d'autres, il est en train de faire un signe, il est en train de faire un signe à son ami pour dire, regarde, celui-là, on le fait, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais ça peut être dragué. C'est démodé, c'est des années 60. C'est démodé, mais dans les années 60, c'était une manière de draguer de loin. Mais ça peut être également une contrefaçon, comme le dit Geertz, si l'autre, si la tierce personne surprend l'autre en train de faire le clin d'œil, il va le contrefaçonner. Vous pouvez toujours, en tant qu'empiriste, objectiviste, décrire les 4-5 clignements d'œil de la même façon. On ferme les paupières. Vous n'avez pas saisi ni le contexte, ni le sens des gens, etc. etc. Et ça, c'est un exemple où on peut se passer des gens. Imaginez lorsque
Vous êtes obligé pour entrer dans une culture. Il y a un autre exemple qui est très significatif de Westermarck, qui n'était pas dans la description externe. Des fois, il y a des génies comme ça, qui sentent les choses avant même que les théories soient construites, etc. Westermarck, c'est quelqu'un qui est venu au Maroc fin 19e siècle, et qui a écrit sur les cérémonies de mariage, le seul traduit, je suppose, enfin, il y a 2 livres traduits, et Ritual and Beliefs, qui n'est pas encore traduit. Et dans Ritual and Beliefs, il dit, bon, dans la cérémonie de mariage, on manipule les œufs. Si je suis juste un empiriste, je vais dire, bon, voilà, les gens manipulent les œufs. Mais je ne sais pas s'ils manipulent les œufs pour leur blancheur, pour signifier la pureté, ou pour la fragilité de la coque, pour signifier la fragilité de l'hymen. Ce n'est pas à moi de décider de l'extérieur. Et croyez-moi, une bonne partie de notre littérature sociologique, historiographique, politologique, se fait de l'extérieur. J'ai vu ceci, bon, voilà, je projette un sens sur cela, et puis bon, basta. Je n'ai même pas besoin de parler aux gens. Et donc, pour décider quel est le sens qui a été pris par les gens, qui a été adopté par les gens, il faut leur poser la question. Ou comparer plusieurs réponses, etc. Donc, description externe, description mince, description interprétative et compréhensive. Je veux comprendre, je veux interpréter ce que les gens interprètent. Je veux comprendre le sens que les gens donnent à. Et ça donne une épaisseur au carnet de notes et aux notes de terrain. Et ça vous donne également du travail, du grand travail. Hein, donc, parce que, comme on dit, on dirige, il doit trop. Le sel cache les genoux, et puis le sel, et puis charcutab, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis il y a la main gauche, et puis la main droite, et ainsi de suite. Bien, ça c'est Sacré et Sacrifice dans le Haut Atlas. Slide 9. Alors, l'approche totalisante, je vais être très... Là également, c'est pas la peine d'insister, je pense que les orientations paradigmatiques, et les orientations paradigmatiques, c'est la vie d'un chercheur. Hein. Je ne peux pas dire à un moment, ça va, tu as Hassan Rachid, a compris ce que c'est que l'objectivité, a compris ce qu'est les prénotions, a compris ce qu'est le sens, ce qu'est l'interprétation, ça c'est votre vie, c'est votre boîte à outils. On peut changer de théorie, on peut changer de modèle, mais on ne peut pas changer chaque 10 ans ou chaque 12 ans. Moi, je l'ai fait une fois. Je le décris dans le livre, la conversion. Pas la conversion disciplinaire, parce que ça c'est facile, mais la conversion théorique. Et donc, ce que je suis en train de développer ici, il y a d'autres postulats paradigmatiques que vous pouvez développer vous-même, c'est l'affaire d'une vie, mais c'est à partir de ces orientations, c'est notre torche, c'est notre projecteur, c'est notre boussole, pour un peu dire pourquoi j'écarte les individus, pourquoi je ne les écarte pas, pourquoi je donne de l'importance au sens, pourquoi je ne donne pas de l'importance au sens, et quel est mon rapport aux auteurs qui ignorent le sens, qui s'intéressent uniquement aux événements. L'histoire, c'est une série d'événements et de dates. Quel est mon rapport à cela? Ça peut nous intéresser. L'approche totalisante, c'est en rapport avec l'empirisme, mais également avec des approches comme le culturalisme, comme le fonctionnalisme, comme le structuralisme, qui vous dit il faut décrire la société ou le phénomène social comme étant un phénomène total, comme étant une totalité. Et moi je me dis à quel moment je dois m'arrêter. C'est terrible. Et j'avais ce préjugé, et j'allais décrire tout le système rituel. Tout le système rituel dans le Haut Atlas, depuis la naissance jusqu'à la mort. Tous les rites de passage, les rites de ceci. Et ça parce que j'avais ce préjugé, une conception pour comprendre un rituel, il faut comprendre tout le système.
On n'est pas obligé de tout comprendre pour comprendre le phénomène en question. Sinon, on va passer toute une vie dans un petit... J'ai passé une dizaine d'années dans 2 villages, dans 3 villages, avec toute la modestie. Je vais travailler uniquement sur le conflit, sur le moussam, sur le rituel, mais pas sur tout. Et donc, imaginez, lorsqu'on essaie de... Maintenant, quand d'autres parlent de l'approche totale, ou du fait social total, c'est tout simplement de lier le phénomène que vous étudiez à d'autres éléments. Pas à toute la totalité, pas à la totalité du système. Et ces éléments, c'est vous qui allez les choisir parce qu'ils sont pertinents pour votre explication, pour votre observation, etc. Donc là, nous sommes dans une conception totale, je préfère une conception systémique, où l'élément que je suis en train d'étudier, ça peut être un système culturel, comme je l'ai fait pour les Genoux, ça peut être également un système social, comme je l'ai fait pour les nomades. Voilà le système social, voilà la structure sociale traditionnelle des nomades. Mais ça ne veut pas dire que j'y ai mis tout. J'ai pris les éléments qui sont significatifs par rapport au questionnement que je me posais. Donc voilà, c'est à vous de voir. Il y a la fourmi, vous l'avez vu, le chercheur fourmi qui amasse. Ça, c'est l'effet brut. Collecter, 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 collecter. Ce n'est pas la tradition à laquelle j'appartiens. Il y a l'abeille. Tout à l'heure, on a dit l'abeille, butterfly. Bon, dans un système animal, on ne peut pas s'attendre d'une construction. Mais il est proche de la manière dont un chercheur, en tout cas dans la tradition, ou les traditions qui m'inspirent, un chercheur construit. L'abeille, bien sûr, il arrange, mais il arrange de la même manière. Un chercheur ne va pas arranger toujours de la même manière. À chaque fois, il y a de la créativité. J'ai travaillé sur le changement social le changement rituel dans le Haut-Atlas. J'ai pris ma boîte à outils chez les nomades, je l'ai adapté, j'ai éliminé des choses, j'ai rajouté d'autres, mais c'est toujours les théories du changement social. Et donc, d'après vous, le chercheur araignée, quelles seraient ses notes de terrain? Comment vous imaginez les notes de terrain du chercheur araignée? C'est un chasseur. Non. Pardon? Non. Non, mais vous avez vu l'araignée. Mais elle ne dépend de personne. La fourmi dépend de quelque chose, des grains. L'abeille également. Mais l'araignée, elle est autonome. Et il y a des chercheurs araignées. Et les chercheurs araignées n'ont pas besoin de notes de terrain, n'ont pas besoin de décrire. Tout est ici. En berbère, je ne sais pas si Khadija ou si Fatma le confirment chez eux ou chez elles. Quand quelqu'un invente, ça c'est ma mère, quand quelqu'un invente quelque chose, il lui dit: tu l'as tiré de ton ventre, de ton abdomen. C'est-à-dire, il ne s'appuie pas sur un fait, tu l'as juste imaginé. Et donc voilà, chercheur araignée n'a pas besoin de notes de terrain, c'est l'insha, c'est de la spéculation. Il peut rester chez lui et décrire le Maroc, et décrire la ruralité, et parler de la famille étendue, et parler des changements du Maroc, il parle de tout. Ça, c'est l'araignée. Bien. Les orientations théoriques particulières. Alors, vous avez, le modèle, j'insiste, même si je ne vais pas en parler rapidement, s'il vous plaît, lorsque vous travaillez sur un phénomène donné, essayez de chercher s'il n'y a pas des auteurs qui ont développé un modèle, un type idéal ou une théorie par rapport à ce phénomène. Parce que le blueprint, le design de la description, de l'interprétation, c'est dans ces théories et ces modèles. J'ai travaillé sur le rituel.
Je ne savais pas que j'allais travailler sur le sacrifice, donc d'où le caractère dynamique des notes de terrain. C'est par la suite que voilà, j'ai décidé de travailler sur le sacrifice, sur le ma'aruf. Et la théorie du sacrifice de Hubert et de Morse vous offre un modèle de description et un modèle d'interprétation. L'opposition sacrée-profane, en gros, le sacrifice, c'est un moyen de faire passer les éléments du sacrifice du profane vers le sacré. Les éléments du sacrifice, c'est le sacrificateur, celui qui va égorger, etc. Le sacrifiant, celui qui va payer, celui qui fait les frais du sacrifice. Vous avez la victime, le lieu, le temps, etc. Et là, la description, ce n'est pas quelque chose que je vais encore faire comme l'araignée et dire je vais décrire tel phénomène de cette façon. Il y a des gens qui ont déjà décrit le phénomène. Bien sûr, les théories sont contradictoires. J'encourage toujours les étudiants à utiliser des théories concurrentes. Je l'ai fait pour la théorie du sacrifice. J'ai utilisé une autre théorie concurrente de Hubert et Morse. Mais ça, c'est un autre niveau. Pour le conflit, par exemple, théorie des conflits, vous avez déjà les entrées, les groupes en conflit. Tiens, les groupes en conflit, je décris les groupes en conflit. Eid bel-Eid et la tribu. L'enjeu du conflit. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans les théories. Décrire l'enjeu du conflit ou la nature du conflit. Décrire les structures des tribus, des groupes de conflit. Leur passé, etc. Et donc le modèle, le type idéal, la bureaucratie dans 1980, 1981, le type idéal de la bureaucratie de Weber m'a aidé à décrire les shuyukh, le muqaddam, les qiyad, etc. Vous avez 11 caractéristiques de ce qu'est la bureaucratie, et ça m'a aidé à décrire la bureaucratie. Donc j'étais déjà sensible, même en 1980, Soué Morda, c'est le terrain. Donc tu nages, et puis bon, tu barbotes, tu ne sais pas nager, mais tu barbotes quand même, et tu t'en sors. Donc vous avez les modèles, ça c'est le deuxième étage. Vous avez les orientations théoriques, très abstraites, et les modèles et les types idéaux sont proches du phénomène que vous étudiez. Vous travaillez sur le mariage, il y a des théories, des rites de passage. Vous travaillez sur le conflit, sur la mobilité sociale, sur les contestations, sur les mouvements sociaux, il y a des théories. Et je conseille même d'inverser la chose, de ne pas dire je vais travailler sur ce phénomène, mais de partir d'un modèle, parce que vous êtes en train d'apprendre, je parle aux jeunes. Ce n'est pas la peine de partir d'un sujet, mais de partir d'un modèle et de trouver un sujet à ce modèle. Pour qu'il n'y ait pas une impasse théorique ou une impasse bibliographique. Vous inversez. D'accord ? Bon, j'ai terminé avec la première partie, ça a pris du temps, mais bon, c'était à dessein. La deuxième partie, les questions pratiques. Alors, les questions pratiques, là, je vous ai dit que je vais parler un peu des traits ou des caractéristiques des notes de terrain. La première, c'est qu'il ne s'agit pas de texte fini. Il faudra le vouloir. Ce ne sont pas des textes finis. J'ai parlé d'écrire des textes à chaud, d'accord ? Des textes finis, ce ne sont pas des textes finis, mais ce sont des textes définitifs. Vous n'avez pas le droit, entre guillemets, sinon vous allez un peu trahir votre description, de revenir sur les notes de terrain pour rajouter quelque chose, pour améliorer, pour biffer, etc. Vous pouvez corriger le style si vous voulez, les erreurs, les fautes d'orthographe, une phrase qui n'est pas claire, vous pouvez bien sûr, en relisant, ça nuit pas. Donc, ce ne sont pas des textes finis, mais ce sont des textes définitifs, ce sont des notes détaillées. Mais après en discutant, je vais vous montrer, peut-être avant, je ne sais pas, donc ça dépend de... Je vais vous montrer un peu quelques échantillons. Ce sont des notes détaillées, très détaillées par rapport au livre et par rapport au texte publié. Très détaillées, parfois trop détaillées. C'est-à-dire, si j'ai décrit le ma'rouf dans Sacré ou Sacrifice en une dizaine ou une quinzaine de pages, dans mes notes de terrain, c'est une centaine de pages. D'accord ?
Et ça, c'est un autre, c'est un autre étage de complexification. C'est comment passer des notes de terrain au texte écrit, au texte publié. Mais bon, on peut en parler, hein, on peut en parler par la suite. Bon, en tout cas, j'en parle, le travail de bureau, j'en parle dans mon livre. Donc, Bien, trop détaillé. Il y a des descriptions répétitives, il faut que ça soit répétitif. On m'a dit, tel informateur m'a dit, le sel cache les genoux. Si un autre informateur me le dit, je vais encore le noter. Et si un autre va me le dire, je vais encore le noter. Répétitive, mais itérative. C'est-à-dire que j'essaie un peu d'avancer dans mon interprétation, dans ma description. Ils sont difficilement illisibles. Vous allez faire un peu l'expérience de ça. Par un tiers, hein. Mais il faudra que ce soit lisible pour l'auteur. Pour un tiers, ça va être pratiquement illisible. C'est très très difficile. À moins qu'il y ait le contexte, qu'il y ait l'acteur, qu'il y ait des explications. Ben, les notes de terrain, ce n'est pas leur fonction. C'est pas leur fonction. Donc ils sont illisibles. Ils ne sont pas publiés. Je ne connais pas On a publié des journaux, parfois même posthumes, des journaux posthumes, mais pas de notes. En tout cas, je ne connais pas. Bien sûr, de temps à autre, vous avez un anthropologue qui prend un extrait de ces notes de terrain à titre d'illustration, mais pas. Parce que c'est fastidieux. C'est fastidieux. Un style lâche, sobre. La première phrase venue, je la prends. La première structure venue, je la prends. Il faudra tenir compte également de la linéarité des faits produits. Lorsque je passe une journée en train d'observer, de parler, de converser avec les gens, et que j'essaie de rédiger au propre le soir ou le lendemain matin, même si je trouve qu'il y a un lien entre ce qui a été dit au début et au milieu et à la fin, je ne les mélange pas. Le premier type de description, la première description préliminaire, doit, à mon sens, garder la logique linéaire du flux de l'information. Voilà comment j'ai enregistré l'information. Voilà comment je l'ai observé, voilà comment je l'ai écouté. Il y a une deuxième halira par la suite, c'est la description en termes d'organisation. Ça, c'est un autre type. Ça vient après, c'est un travail de bureau, avec des fiches, etc., des notes synthétiques, etc. Mais la première description à chaud doit respecter la linéarité d'un conte, d'une légende, d'une observation, d'une conversation, etc. Il s'agit de notes dispersées et parallèles. Il n'y a pas de... Vous avez observé aujourd'hui telle chose, d'accord ? Le même jour, vous avez observé un autre phénomène qui n'a apparemment aucun lien entre les deux. Hein, vous les décrivez. Donc la logique des notes de terrain et des carnets de terrain, c'est une logique chronologique. Il n'y a pas de logique théorique. La logique théorique vient après. Il faudra le respecter parce que ça donne une crédibilité aux notes de terrain. Mais il faudra toujours avoir, sinon on se raconte des fourmis, d'accord ? Au mieux comme des abeilles, si en relisant nos notes de terrain, si on avance dans nos notes de terrain, on n'esquisse pas une trame explicative et une trame interprétative. Que je vois comment les choses se lient. Premier séjour, c'est pas grave, deuxième séjour, voilà, troisième, quatrième. À partir du cinquième séjour, je dois avoir une idée sur les connexions entre les éléments que je suis en train de décrire. En relisant, bien sûr, chez moi, ou sur le terrain, mais souvent je relis chez moi. Et donc, cette trame fait que les carnets de terrain sont des notes dynamiques. L'objectif, c'est d'aller vers une explication du phénomène, une interprétation du phénomène. Donc, au départ, c'est une juxtaposition, ça va le rester.
mais sans négliger la trame interprétative qui peut se tisser au milieu, à la fin, peu importe, ça dépend. Moi, je parle dans mon livre de l'angoisse cognitive. L'angoisse cognitive, c'est quand vous êtes perdu, vous n'avez aucune trame, vous êtes en train tout simplement de parler avec les gens. Et cette angoisse diminue une fois que vous avez une petite esquisse de ce qu'est Hadak le Ma'rouf. Vous pouvez l'interpréter, ou pourquoi les nomades se sont fixés, et pourquoi d'autres non, etc. Et ça, il faudra, parce que je le dis, parce que parfois, j'ai la crainte qu'on remplit les carnets de terrain avec le même rythme, avec le même relief, avec la même intensité. Voilà, je suis en train de décrire. Non, vous n'êtes pas uniquement en train de décrire. À un moment, il faudra prendre un peu de la hauteur. Ça vient avec le travail de bureau, avec les lectures, etc. Ça ne vient pas uniquement du terrain. Bien. Bien. Bah, tant pis pour la succession des slides. Alors, il y a plusieurs types d'écriture sur le terrain. Enfin, plusieurs types. Il y a essentiellement 2 types d'écriture. La première, c'est ce qu'on appelle en anglais, il n'y a pas un mot en français, jottings, ou les notes brèves. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes en train d'observer maintenant, vous êtes en train de prendre des notes, vous ne prenez pas tout ce que Hassan Rachid dit, vous prenez des petites notes. Chose que vous pouvez faire également sur le terrain, en observant un ma'rouf, un entretien, en conduisant un entretien, vous prenez les... Et là commence, c'est l'une des critiques un peu de l'empirisme. Si vous êtes empirique, il faudra prendre tous les mots. Vous n'avez pas à prendre uniquement. Donc si vous sélectionnez, c'est que vous sélectionnez par rapport à vos questions, implicites ou explicites. Ça, c'est... Vous pouvez, par la suite, passer, c'est pourquoi je le fais le même jour, parce que les notes de terrain, c'est notre mémoire externe. C'est notre mémoire fraîche, le jour même, mais 3 ans, 4 ans plus tard, c'est notre mémoire externe. C'est là où il y a ce qu'on a fait, ce qu'on a observé, ce qu'on a écouté, etc., etc. Et donc les jottings, c'est déjà un type d'écriture rapide, sur le champ, et il faudra le transformer en note propre le même jour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au pire, je me réveille à 6 h du matin, ou 5 h, ou peu importe. Mais je n'attaque pas ma journée suivante de terrain sans avoir liquidé le premier. Quitte à ne pas faire de... Bon, des fois, on prend des rendez-vous, on est obligé un peu de rédiger le matin, etc. Donc, vous avez vous avez observé le ma'rouf, je donnerai l'exemple tout à l'heure. L'autre, et qui fait le charme du terrain, et des notes de terrain, c'est un peu les événements inattendus, les conversations inattendues, les conversations inattendues. Et là, bien sûr, vous n'avez pas toujours sur le terrain votre carnet de terrain, etc. Donc, vous parlez avec les gens. À un moment, il faudra se lâcher et parler avec les gens. Alors, lorsque vous retournez, vous allez faire la même chose comme pour les jottings. Là, c'est une technique. La technique du brainstorming, c'est-à-dire tout ce que je ne rédige pas. Je prends les mots essentiels, les expressions, les acteurs, les lieux, tout ce qui peut m'aider à ou pour rédiger. Ce n'est pas la peine de dire ne pas procrastiner, je l'ai déjà dit, et je sais que nous sommes très forts dans la procrastination, très très forts. Je ne m'exclus pas, mais moi je lutte. C'est la seule différence. Bon, il y a d'autres choses qui sont relativement très simples. Je vais les passer en revue. Toujours daté. Date, toujours daté. Les dates. Pagination des notes de terrain.
les paginer, parce que chaque cahier de terrain va être l'objet d'un index d'une table de matière à la fin. Les genoux, c'est la page 20, 30, 40, 60 et ainsi de suite. Le sel, page 8, 20, 9, etc. Ce qui va m'aider à construire mes fiches par la suite. Pour la fiche sel, je ne vais pas consulter mes notes de terrain, je vais consulter l'index. Il est possible que j'ai oublié, mais peu importe, ce n'est pas le problème. Et donc, voilà, c'est important pour vous trouver facilement les infos. Dernier élément, parfois lorsqu'on parle des carnets de terrain et des notes de terrain, ça se fait sur le terrain. Mais pour moi, c'est un travail de bureau. J'insiste là-dessus. C'est un travail de bureau, ce n'est pas un travail de terrain. Même si le lieu, c'est le terrain. Donc des fois, un travail de bureau, c'est tout simplement, il y a l'espace pour le terrain, la définition spatiale. On fait 5 km, 10 km, 20 km, 3 jours, 10 000 km, parfois, pour les anthropologues occidentaux. Mais pour moi, la distinction entre travail de terrain et travail de bureau, c'est un type de sociabilité. C'est chaque fois que tu es seul pour rédiger, pour écrire, tu fais un travail de bureau. Chaque fois qu'il n'y a plus d'informateurs, il n'y a plus d'interlocuteurs, il n'y a plus les gens, tu es dans ta petite chambre, le refuge, chez quelqu'un, avec une petite table, et tu es en train, ça c'est un travail de bureau. Et le travail de bureau, il faudra le réfléchir, mais ça c'est une autre question par rapport au travail. Le travail de terrain, c'est une raison pour acheter le livre quand il paraîtra. Il y a tout dans le livre. Tout ce que vous...